Imaginez un homme si riche que son passage dans une ville suffit à détruire son économie pour une décennie entière. Imaginez des bibliothèques si vastes qu'elles rivalisent avec celles d'Europe, cachées dans le sable du Sahara. Imaginez des empires si puissants qu'ils contrôlent l'or du monde connu. Et pourtant, des siècles plus tard, on vous a peut-être appris qu'il n'y avait rien là-bas. Rien que du sable, rien que des tribus, rien que le vide. Mais si je vous disais que ce récit n'est qu'un mensonge commode, une réécriture tardive de l'histoire, que se passait-il vraiment dans ces terres avant que les cartes européennes ne les redessinent? Qui étaient ces hommes qui faisaient trembler les sultans du Caire et qui négociaient avec les marchands de Venise? Pourquoi leurs noms ont-ils été effacés, leurs accomplissements minimisés, leur grandeur reléguée au rang de mythes exotiques? Et surtout, comment une civilisation aussi florissante a-t-elle pu disparaître si complètement que même sa mémoire semblait perdue? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, permettez-moi de vous inviter à poser un geste simple. Mettez un petit pouce en l'air si cette exploration vous intrigue déjà. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des récits qui défient les versions officielles. Et installez-vous confortablement. Vous êtes sur le point de découvrir un monde que l'on vous a caché. Bonne écoute et laissez-vous transporter dans le temps. L'histoire commence bien avant les noms que vous connaissez peut-être. Bien avant Mansa Moussa et ses caravanes d'or. Bien avant les manuscrits de Tombouctou. Il y avait déjà un monde ancien, structuré, organisé par des règles invisibles mais inflexibles. Le commerce, la géographie, la survie. L'Afrique de l'Ouest au Xe siècle n'était pas un désert vide parsemé de villages isolés. C'était un réseau, un système complexe de routes commerciales qui reliait le sud verdoyant, où l'or coulait des rivières, au nord aride, où le sel valait son pesant d'or, littéralement. Car dans ces régions, le sel n'était pas un condiment, c'était la vie. Sans lui, impossible de conserver la nourriture, impossible de survivre à la chaleur accablante. Et le sel venait du Sahara. Des mines de Tagaza, où des hommes creusaient des blocs blancs sous un soleil meurtrier, loin de tout, perdus dans l'immensité ocre. Mais l'or venait du sud. Des forêts du bambouk et du bourré, des régions mystérieuses où les fleuves charriaient des paillettes précieuses. Les peuples qui y vivaient gardaient jalousement leurs secrets. Ils ne montraient jamais les mines. Les marchands devaient déposer leurs marchandises à des endroits convenus, puis s'éloigner. Les vendeurs d'or venaient, évaluaient, prenaient ce qui leur convenait et laissaient l'or en échange. Pas un mot échangé, pas un regard croisé. Le commerce muet, appelé traite silencieuse, était la règle. Pourquoi? Parce que révéler l'origine de l'or aurait signifié perdre le monopole, perdre le pouvoir, perdre tout. Entre ces deux pôles, celle du nord et hors du sud, se dressaient des villes. Pas des villages, des villes. Kumbi-Saleh, capitale de l'empire du Ghana, comptait peut-être 20 000 habitants au XIe siècle. Des maisons de pierre, des mosquées, des marchés grouillants où se négociaient non seulement l'or et le sel, mais aussi les esclaves, les tissus, les chevaux, les dattes, le cuivre, les perles de verre venues de Venise. Oui, Venise. Car ce commerce ne s'arrêtait pas au Sahara. Il continuait vers le nord, traversait la Méditerranée, irriguait l'Europe, le Moyen-Orient, même l'Inde et la Chine. L'Afrique de l'Ouest n'était pas isolée. Elle était connectée. Elle était essentielle. Pourtant, un mythe persiste, celui d'une Afrique figée, sans histoire, sans dynamisme. C'est faux, totalement faux. Dès le 8e siècle, l'islam avait commencé à pénétrer ces régions, non par la conquête militaire, mais par le commerce. Les marchands berbères et arabes qui traversèrent le Sahara apportaient avec eux une nouvelle foi, de nouvelles idées, de nouvelles pratiques. Les rois locaux, pragmatiques, voyaient les avantages. Adopter l'islam signifiait s'intégrer dans un réseau commercial plus vaste, bénéficier de la légitimité religieuse, accéder à des systèmes juridiques et administratifs éprouvés. Mais cela ne voulait pas dire abandonner tout.
Les croyances anciennes, les pratiques locales, les structures sociales préexistantes continuaient. L'islam ouest-africain était syncrétique, flexible, adapté. Les rois se convertissaient, mais leur peuple gardait souvent leurs traditions. C'était un équilibre subtil. L'empire du Ghana, donc, dominait cette région jusqu'au XIe siècle. Mais il n'était pas éternel. Aucun empire ne l'est. Des fissures apparurent. Les Almoravides, un mouvement religieux et militaire berbère venu du nord, lancèrent des raids. Ils voulaient purifier l'islam, imposer une orthodoxie stricte. Ils détestaient le syncrétisme des rois du Ghana. En 1076, ils s'emparèrent de Kumbi-Saleh. Ce fut un choc. L'empire du Ghana ne s'effondra pas immédiatement, mais il chancela. D'autres forces en profitèrent. Les Soso, un peuple guerrier, prirent le contrôle de certaines régions aurifères. Leur roi, Soumaoro Kanté, était craint. On le disait sorcier, invincible, cruel. Il imposait un tribut écrasant, humiliait les peuples vaincus, brisait les résistances. Pendant un temps, il sembla que le chaos régnerait. C'est alors qu'apparut un homme dont le nom allait résonner à travers les siècles. Un homme né dans l'exil, marqué par la tragédie, forgé par l'adversité. Son nom était Sundiata Keita, ou Sundiata, ou Sogolonjata. Les récits varient, car son histoire a été transmise oralement par les griots, ces gardiens de la mémoire, pendant des générations avant d'être écrite. Mais tous s'accordent sur l'essentiel. Sundiata était le fils d'un roi du Manding, une région au sud-ouest de l'actuel Mali. Sa naissance fut entourée de prophéties. On disait qu'il serait grand, qu'il unifierait les peuples, mais il naquit faible, incapable de marcher pendant des années. Ses frères se moquaient de lui. Sa mère, Sogolon, était méprisée. Lorsque son père mourut, il fut chassé. Pourtant, un jour, Sundiata se leva. Littéralement. Il saisit une barre de fer, se redressa et marcha. Puis il courut. Puis il devint guerrier. Il grandit en exil, rassembla des alliés, apprit la stratégie, la diplomatie, la guerre. Et lorsque Soumaoro Kanté devint trop oppressif, lorsque les clans du Manding ne purent plus supporter son joug, ils appelèrent Sundiata. « Revenez, dirent-ils, libérez-nous. » Et il revint. En 1235, à la bataille de Kirina, Sundiata affronta Soumaoro. Les récits épiques parlent de magie, de flèches enchantées, de combats surnaturels. Mais au-delà du mythe, il y avait une réalité militaire. Sundiata avait une armière mieux organisée, des archers redoutables, une cavalerie mobile. Il vainquit Soumaoro. L'empire du Mali venait de naître. Mais Sundiata ne se contenta pas de vaincre. Il construisit. Il comprit que pour durer, un empire devait être plus qu'une armée. Il devait avoir des lois, des institutions, une vision. Il promulgua ce que les historiens appellent parfois la charte du Manden, un ensemble de principes proclamés lors d'une grande assemblée à Kurukanfuga. Ces principes étaient révolutionnaires pour l'époque. L'interdiction de l'esclavage par razzia au sein de l'Empire, la protection des femmes et des enfants, le respect de la vie humaine, la liberté de commerce et de circulation. Bien sûr, il faut nuancer. L'esclavage n'était pas aboli. Il existait encore, surtout pour les prisonniers de guerre et dans le cadre du commerce transsaharien. Mais l'idée qu'il fallait réguler, limiter, encadrer était là. C'était un progrès relatif, ancré dans son époque. Sundiata divisa l'empire en provinces, chacune gouvernée par un farba, un gouverneur nommé. Il s'assura de la loyauté des chefs locaux en leur accordant de l'autonomie tout en exigeant tribus et soldats. Il contrôla les routes commerciales, imposa des taxes sur l'or, le sel, les esclaves. Il encouragea les marchands, protégea les caravanes. L'empire du Mali devint riche, très riche. Les villes se développèrent. Niani, la capitale, devint un centre de pouvoir. Les cours royales attiraient des artisans, des poètes, des érudits. Sundiata mourut vers 1255,
Mais l'empire qu'il avait fondé lui survécut largement. Ses successeurs continuèrent l'expansion. Ils conquirent Tombouctou vers 1300, Gao peu après. Ils contrôlèrent les mines d'or, les salines, les routes. Ils établirent des relations diplomatiques avec le Maroc, l'Égypte, même l'Europe. Le Mali n'était plus une puissance régionale. C'était un acteur majeur du monde médiéval. Et puis vint Mansa Moussa, Kankou Moussa, l'homme qui allait devenir une légende. Il monta sur le trône en 1312, succédant à son prédécesseur Abou Bakr II, qui avait entrepris une expédition maritime audacieuse vers l'ouest, dans l'Atlantique, et n'était jamais revenu. Certains pensent qu'il cherchait à atteindre de nouvelles terres, peut-être même les Amériques, on ne saura jamais. Mais Mansa Moussa hérita d'un empire stable et riche, et il décida de montrer au monde ce que cela signifiait. En 1324, Mansa Moussa entreprit le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, obligation religieuse pour tout musulman capable. Mais il ne voyagea pas seul. Il ne voyagea pas modestement. Il partit avec une caravane de 60 000 personnes. Soldats, serviteurs, esclaves, érudits, griots, marchands. Il emporta des tonnes d'or. Les sources parlent de 12 000 esclaves portant chacun 4 livres d'or, de 80 chameaux chargés de 300 livres d'or chacun. Les chiffres sont peut-être exagérés, embellis par les chroniqueurs stupéfaits, mais même en divisant par 2, par 3, cela reste ahurissant. Mansa Moussa traversa le Sahara, atteignit le Caire en juillet 1324. Et là, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il distribua l'or, généreusement, avec largesse, à tous ceux qui se présentaient, aux pauvres, aux marchands, aux dignitaires, aux fonctionnaires. Il acheta tout ce qu'il voulait sans négocier. Il paya des prix exorbitants. Il inonda le Caire d'or. Les conséquences furent immédiates. Le marché de l'or s'effondra. Trop d'offres, pas assez de demandes. La valeur chuta. L'inflation explosa. Le pain, les tissus, les chevaux. Tout devint hors de prix. Les marchands du Caire, habitués à manipuler les cours, furent pris de court. Ils n'avaient jamais vu un tel afflux d'or. Mansa Moussa réalisa son erreur. Il tenta de réparer. Il emprunta de l'or aux usuriers du Caire à des taux d'intérêt élevés pour retirer une partie de ce qu'il avait distribué. Mais le mal était fait. Le Caire mit plus de 10 ans à se remettre, et le nom de Mansa Moussa se répandit. Les chroniqueurs arabes, Al-Umari, Ibn Battuta plus tard, écrivirent sur lui. Les cartographes européens, comme Abraham Cresque dans son atlas catalan de 1375, le dessinèrent. Un roi noir, assis sur un trône, tenant un sceptre d'or et une pépite d'or. La légende disait « Ce seigneur noir est appelé Moussa Mali, seigneur des nègres de Guinée. Cet roi est le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette région en raison de l'abondance de l'or qui est recueilli dans sa terre. » Mais Mansa Moussa n'était pas qu'un distributeur d'or. Il était un bâtisseur. De retour du Hajj, il ramena avec lui des architectes, notamment Abou Ishaq Essaïli, un poète et architecte andalou. Essaïli introduisit de nouvelles techniques de construction. Il conçut des mosquées en terre crue, avec des minarets élancés, des cours intérieures, des systèmes de ventilation ingénieux. La grande mosquée de Tombouctou, Djinguereber, fut construite sous sa direction en 1327. Elle existe encore aujourd'hui, massive, austère, belle. Un symbole de la fusion entre savoirs locaux et influences extérieures. Mansa Moussa fit aussi construire des palais, des bibliothèques, des écoles coraniques. Il encouragea les érudits à venir à Tombouctou, à Djenné, à Gao. Il offrit des salaires généreux, des maisons, des honneurs. Il voulait faire de son empire un centre intellectuel. Et cela fonctionna. Tombouctou devint progressivement ce que certains appelleraient, plus tard, la perle du désert, la ville aux 333 saints. Ce n'était pas une exagération totale.
La ville attirait des savants de toute l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, même d'Espagne. Ils venaient étudier, enseigner, copier des manuscrits. Les bibliothèques privées se multiplièrent. Les familles riches accumulaient des livres comme d'autres accumulaient de l'or. Ces manuscrits couvraient tous les domaines. Théologie islamique, bien sûr, mais aussi astronomie, mathématiques, médecine, droit, histoire, poésie, grammaire. Certains étaient écrits en arabe, d'autres en langue locale, transcrites en caractères arabes. Ils témoignent d'une vie intellectuelle foisonnante, d'un dialogue constant entre traditions. L'université de Sankoré, à Tombouctou, bien qu'informellement organisée, devint l'un des plus grands centres d'apprentissage de son temps. Les estimations parlent de 25 000 étudiants à son apogée. Peut-être exagéré, mais significatif. Les diplômés étaient reconnus dans tout le monde musulman. Un diplôme de Sankoré ouvrait des portes au Caire, à Tunis, à Bagdad. Les érudits débattaient de points fins de jurisprudence islamique, commentaient Aristote traduit en arabe, calculaient les mouvements des étoiles. Ahmed Baba, un savant du XVIe siècle, posséderait une bibliothèque personnelle de 1600 livres. Imaginez cela. Au XVIe siècle, dans une ville du Sahel, un homme possédait plus de livres que la plupart des nobles européens. Mais l'empire du Mali n'était pas qu'une utopie intellectuelle. C'était aussi une machine économique et militaire. Les mines d'or du Bambouk et du Bourré produisaient des quantités phénoménales. On estime que jusqu'à la moitié de l'or circulant en Europe et au Moyen-Orient au XIVe siècle venait d'Afrique de l'Ouest. La moitié, ce n'est pas anodin. L'or du Mali finançait les croisades, les cathédrales, les cours royales. Mais les Maliens ne livraient pas l'or gratuitement. Ils le vendaient cher. Ils contrôlaient le robinet. Ils pouvaient augmenter ou diminuer l'approvisionnement selon leurs intérêts. C'était du pouvoir pur. Les routes commerciales étaient jalousement gardées. Les caravanes étaient immenses. Des centaines, parfois des milliers de chameaux chargés de marchandises. Elles traversaient le Sahara, s'arrêtaient dans des oasis fortifiées, payaient des taxes aux chefs locaux ou tribaux. Les guides, les chameliers, connaissaient les puits, les passages, les dangers. Se perdre dans le désert signifiait la mort. Les tempêtes de sable, la soif, les brigands, tout était risque. Mais le profit justifiait le danger. Un chameau chargé de sel acheté à Tagaza pouvait se vendre 10 fois son prix au sud. Un chameau chargé d'or acheté au sud pouvait se vendre 20 fois son prix au nord. Les marges étaient énormes. L'empire du Mali atteignit son apogée territorial sous Mansa Moussa et ses successeurs immédiats. Il s'étendait du fleuve Sénégal à l'ouest jusqu'au fleuve Niger à l'est, de la forêt au sud jusqu'aux confins du Sahara au nord. Des millions de kilomètres carrés, des dizaines de millions d'habitants, une mosaïque de peuples, de langues, de cultures. Mandingues, Soninké, Peuls, Touaregs, Songaïs, tous sous l'autorité, plus ou moins directe, du Mansa. Mais maintenir un tel empire exigeait des efforts constants. Communication, loyauté, force militaire. Et c'est là que les fissures commencèrent à apparaître. Après la mort de Mansa Moussa, en 1337, ses successeurs furent moins capables. Certains étaient faibles, d'autres prodigues, d'autres encore confrontés à des révoltes. Les provinces périphériques commencèrent à se détacher. Les Touaregs du Nord reprirent Tombouctou en 1433. Les Mossi, un peuple du Sud, lancèrent des raids destructeurs. Les Songhai à l'Est, longtemps vassaux, s'affirmèrent. Leur roi, Soni Ali, monta sur le trône de Gao en 1464. Et tout changea. Soni Ali était un chef de guerre, impitoyable, brillant, infatigable. Il ne se contentait pas de défendre. Il attaquait. Il voulait un empire. En 1468, il reprit Tombouctou aux Touaregs. Mais il ne s'arrêta pas là. Il massacra de nombreux érudits de la ville. Ceux qui avaient collaboré avec les Touaregs
ou qui critiquaient son islam jugé trop hétérodoxe. Soni Ali était musulman, mais il respectait aussi les croyances traditionnelles. Cela choquait les oulémas, les juristes religieux, qui le considéraient comme un hérétique. Mais ses soldats l'adoraient. Il était courageux, juste envers eux, généreux avec le butin. Il conquit Djenné après un siège de 7 ans. 7 ans. La ville résista désespérément, mais finalement capitula en 1475. Soni Ali épargna les habitants, respecta leur reddition. Il comprenait la politique autant que la guerre. Sous Soni Ali, l'empire Songhai s'étendit rapidement. Il contrôla tout le cours moyen du Niger, les villes clés, les routes commerciales. Il bâtit une flotte de pirogues de guerre pour patrouiller le fleuve, couper les communications ennemies, transporter rapidement des troupes. C'était innovant. Peu d'armées africaines utilisèrent le fleuve ainsi. Soni Ali mourut en 1492, noyé lors d'une campagne, ou peut-être assassiné. Les sources divergent, mais à sa mort, l'empire Songhai était une puissance majeure. Et un homme attendait dans l'ombre. Mohamed Touré, un général de Soni Ali, prit le pouvoir par un coup d'État en 1493. Il renversa le fils de Soni Ali, jugé incompétent, et se proclama Askia, un titre signifiant usurpateur, ou peut-être celui qui force. Il ajouta Mohamed pour souligner son identité musulmane. Askia Mohamed Ier, donc. Et contrairement à Soni Ali, il était un musulman orthodoxe. Il courtisa les oulémas, restaura les privilèges des érudits, fit de l'islam l'idéologie officielle de l'empire. Il entreprit le Hajj en 1497, imitant Mansa Moussa, mais avec moins de faste. Il ne distribua pas d'or à foison, mais il fit bonne impression. Il rencontra le calife abbasside du Caire, qui lui conféra le titre de calife du Soudan occidental. C'était symbolique, mais cela renforçait sa légitimité. De retour, Askia Mohamed réforma l'administration. Il divisa l'empire en provinces dirigées par des gouverneurs nommés, révocables, payés par le trésor central. Il créa des ministères. Un pour les finances, un pour l'armée, un pour la justice, un pour les affaires étrangères. Il nomma des cadis, des juges islamiques dans toutes les grandes villes. Il standardisa les poids et mesures pour faciliter le commerce. Il encouragea l'agriculture en irriguant les terres autour du Niger. Il protégea les routes, punit sévèrement les brigands. L'empire devint plus organisé, plus bureaucratique, plus stable. Il poursuivit aussi les conquêtes. Il soumit les Peuls du Matina, les Haoussa à l'est, les Mossi au sud. Il ne réussit jamais à les contrôler complètement, mais il imposa tribut et reconnaissance. L'empire Songhai atteignit son apogée territorial sous son règne. Il s'étendait de l'Atlantique presque jusqu'au lac Tchad, du Sahara jusqu'aux forêts du sud. Plus grand encore que le Mali à son zénith, mais plus grand signifiait aussi plus difficile à contrôler. Askia Mohamed régna jusqu'en 1528, quand il fut renversé par son propre fils, Moussa, lors d'un coup de palais. Il était devenu aveugle, faible, peut-être sénile. Moussa le déposa et le relégua dans une île du Niger. Les luttes de succession commencèrent. Entre 1528 et 1591, pas moins de 9 Askias se succédèrent. Certains régnèrent quelques mois seulement. Les frères tuaient, les frères, les fils, les pères. L'empire se fragmenta. Les provinces lointaines cessèrent de payer tribut. Les voisins, sentant la faiblesse, attaquèrent. Les Marocains, en particulier, regardaient vers le sud avec envie. Le Maroc, sous la dynastie saadienne, avait unifié le pays, repoussé les Portugais, consolidé son pouvoir, mais il manquait d'or. Les mines locales étaient épuisées. Le sultan Ahmed al-Mansour savait que l'or venait du sud, du pays des Noirs. Il savait aussi que l'empire Songhai était affaibli. Il pensa qu'une expédition militaire pourrait s'emparer des mines,
Contrôler le commerce, c'était risqué. Traverser le Sahara avec une armée était une folie. Mais Al-Mansour était ambitieux. En 1590, il envoya une ambassade à Gao, demandant que Laskia Ishak de lui paie tribut, notamment le contrôle des mines de sel de Tagaza. Ishak refusa avec mépris. Il envoya même des lances et des sabres en réponse, avec le message « Voilà la seule monnaie que nous avons pour vous ». C'était une insulte. Al-Mansour décida d'agir. En octobre 1590, il lança une armée de 4000 hommes, peut-être moins. Mais ils étaient équipés de mousquets, d'arquebuses, de canons, des armes à feu. L'Empire Songhai avait des arcs, des lances, des épées, de la cavalerie, pas d'armes à feu. L'armée marocaine était dirigée par Joudar Pacha, un eunuque espagnol converti à l'islam. Ils traversèrent le Sahara en 4 mois. La moitié des hommes moururent en route, mais les survivants arrivèrent. En avril 1591, à Tondibi, près de Gao, les deux armées se rencontrèrent. Laskia Ishak aligna une armée immense, entre 18 000 et 40 000 hommes selon les sources. Cavaliers, fantassins, archers, ils chargèrent avec confiance. Mais les mousquets crachèrent, les canons tonnèrent, les chevaux paniquèrent, les rangs songhaïs se brisèrent. Ce ne fut pas tant le nombre de morts, relativement limité, que la terreur psychologique. Les soldats songhaïs n'avaient jamais vu ni entendu pareilles armes. Ils crurent affronter la magie, les djinns. Ils s'enfuirent. Laskia s'enfuit aussi. L'armée marocaine prit Gao, puis Tombouctou, puis Djenné. Mais ils ne trouvèrent pas les mines d'or. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient loin au sud, dans la forêt, contrôlées par des peuples qui refusèrent de coopérer. Les Marocains s'installèrent, établirent un gouvernement militaire, le Pachalik de Tombouctou. Mais ils ne purent jamais vraiment contrôler le territoire. Ils devinrent une garnison isolée, coupée du Maroc, métissée avec les populations locales. Progressivement affaibli, l'empire Songhai se désintégra. Mais il ne disparut pas totalement. Des chefferies locales émergèrent. Les Peuls, les Bambara, les Touaregs, tous reprirent leur autonomie. Le commerce continua, mais à une échelle réduite. Les routes étaient moins sûres, les taxes multiples, les guerres fréquentes. Tombouctou déclina. Les érudits partirent, emportant leurs manuscrits. Les bibliothèques furent dispersées, certains livres brûlèrent, d'autres furent cachés, enterrés, oubliés. L'âge d'or était terminé. Le XVIIe siècle vit l'Afrique de l'Ouest se fragmenter en multiples royaumes rivaux. Certains prospérèrent, comme le royaume Bambara de Ségou ou le califat Peul du Makina. Mais aucun n'égala la grandeur des empires disparus. Pendant ce temps, sur la côte, un autre processus se déroulait. Un processus qui allait transformer l'Afrique entière. Les Européens arrivaient. Ils n'étaient pas nouveaux. Les Portugais avaient longé les côtes dès le XVe siècle. Mais initialement, ils cherchaient à contourner l'Afrique pour atteindre les Indes. Ils établirent des comptoirs. Ils achetaient de l'or, de l'ivoire, des épices, du poivre de Guinée. Ils vendaient des tissus, du fer, des chevaux, des armes parfois. Le commerce était relativement équilibré. Les rois africains, comme le Mani Congo, traitaient d'égal à égal. Ils acceptaient les missionnaires, adoptaient le christianisme parfois, mais gardaient le contrôle. Puis vint la traite atlantique des esclaves. Ce n'était pas nouveau non plus. L'esclavage existait en Afrique depuis toujours. Les prisonniers de guerre, les criminels, les débiteurs pouvaient être réduits en esclavage. Mais c'était généralement intégré socialement. Les esclaves pouvaient se marier, avoir des enfants libres, parfois racheter leur liberté. Et la traite transsaharienne avait déjà exporté des millions d'Africains vers le monde arabe depuis des siècles. Mais la traite atlantique prit une dimension industrielle, déshumanisante, inédite. Les Amériques, colonisées par les Européens, manquaient de main-d'œuvre. Les populations autochtones avaient été décimées par les maladies, les massacres, le travail forcé. Les colons avaient besoin de bras pour les plantations de sucre,
de tabac, de coton. Ils se tournèrent vers l'Afrique. Les Portugais commencèrent, puis les Espagnols, les Hollandais, les Français, les Anglais. Ils établirent des forts sur la côte. Ils payaient les rois locaux pour capturer et livrer des esclaves. Les armes à feu devinrent la monnaie d'échange privilégiée. Un roi qui refusait de participer se retrouvait désavantagé face à ses voisins armés. Une spirale infernale se mit en place. Les guerres se multiplièrent. Les raids d'esclaves dévastèrent l'intérieur. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants furent capturés, enchaînés, marchés jusqu'à la côte. Là, ils étaient parqués dans des forts, des baraques, des cales de navires. Les conditions étaient atroces. Entassés, malades, terrorisés. Beaucoup mouraient avant même de partir. Puis venait la traversée, le Middle Passage. Des semaines, parfois des mois, dans des cales sombres, humides, puantes, enchaînés, nourris au minimum, battus. Un tiers mourait en route. Les corps étaient jetés par-dessus bord. Les requins suivaient les navires. Ceux qui survivaient arrivaient aux Amériques brisées, désorientés, vendus comme du bétail. Entre le XVIe et le XIXe siècle, environ 12 millions d'Africains furent déportés vers les Amériques, peut-être plus. Certains estiment 15 millions. Et pour chaque personne embarquée, combien moururent capturés, en route vers la côte, dans les forts? Peut-être autant, peut-être le double. L'impact démographique fut catastrophique. Des régions entières furent dépeuplées. Les structures sociales, économiques, politiques furent détruites. Les royaumes qui participaient activement, comme le Dahomey ou Ashanti, s'enrichirent temporairement. Mais à quel prix? Ils devinrent dépendants du commerce d'esclaves, incapables de diversifier, vulnérables aux fluctuations du marché. Et puis, au XIXe siècle, tout changea encore. L'Europe abolit l'esclavage, pas par bonté d'âme, par calcul économique et moral, certes, mais aussi parce que l'industrialisation rendait l'esclavage moins rentable. Les machines remplaçaient les hommes. Et puis, il y avait les abolitionnistes, sincères, qui firent campagne. La Grande-Bretagne abolit la traite en 1807, l'esclavage dans ses colonies en 1833. La France suivit, abolie en 1848, rétablie brièvement sous Napoléon, réabolie définitivement. Les États-Unis après la guerre civile en 1865, le Brésil en 1888. Mais abolir la traite ne signifiait pas perdre l'intérêt pour l'Afrique. Au contraire, les Européens voulaient désormais coloniser. Ils voulaient les ressources, l'ivoire, le caoutchouc, l'huile de palme, les bois précieux, les minerais. Ils voulaient en des marchés pour leurs produits manufacturés. Ils voulaient la gloire, le prestige, la mission civilisatrice. Ils se convainquirent qu'ils avaient le devoir moral d'apporter la civilisation, le christianisme, la modernité aux peuples arriérés. C'était hypocrite, paternaliste, raciste, mais ils y croyaient, ou faisaient semblant. Les explorateurs ouvrirent la voie. Stanley, Livingstone, Barth explorèrent l'intérieur, cartographièrent les fleuves, les montagnes, les peuples. Leurs récits fascinèrent l'Europe. Puis vinrent les missionnaires, établissant des écoles, des hôpitaux, convertissant. Puis vinrent les commerçants, établissant des comptoirs, signant des traités avec les chefs locaux. Traités souvent trompeurs. Les chefs pensaient signer des accords commerciaux. Les Européens y voyaient des cessions de souveraineté. Et enfin vinrent les soldats. Le partage de l'Afrique fut formalisé lors de la conférence de Berlin en 1884 à 1885. Les puissances européennes, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique, Italie, Espagne, se réunirent pour découper le continent. Aucun Africain ne fut invité. Aucun. Ils tracèrent des lignes droites sur des cartes, ignorant les peuples, les langues, les frontières naturelles, les rivalités historiques. Ils se partagèrent l'Afrique comme un gâteau. Chacun voulait sa part. Chacun craignait d'être lésé. Ils établirent des règles. Pour revendiquer un territoire, il fallait l'occuper effectivement.
Cela déclencha une ruée, les courses aux colonies. La France voulait un empire continu de l'Atlantique à la mer Rouge. Elle prit l'Afrique de l'Ouest et centrale. Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Gabon, Congo. La Grande-Bretagne voulait un axe du Cap au Caire. Elle prit Égypte, Soudan, Kenya, Ouganda, Rhodésie, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana. L'Allemagne prit Togo, Cameroun, Namibie, Tanzanie. Le Portugal garda Angola et Mozambique. La Belgique obtint le Congo, propriété personnelle du roi Léopold II initialement, devenu l'État indépendant du Congo. L'Italie prit Libye, Érythrée, Somalie. L'Espagne quelques zones au nord et ouest. Mais l'occupation ne fut pas pacifique, loin de là. Les Africains résistèrent, partout. Les Ashantis en actuel Ghana combattirent les Britanniques pendant des décennies. Les Zoulous en Afrique du Sud infligèrent de sévères défaites avant d'être écrasés. Samori Touré, un chef de guerre mandingue, résista aux Français pendant 16 ans, de 1882 à 1898, menant une guérilla brillante avant d'être capturé. Les Herero et Namas en Namibie se soulevèrent contre les Allemands en 1904. La répression fut génocidaire. Les Allemands massacrèrent environ 80% des Hereros, 70% des Namas. Ils les poussèrent dans le désert, empoisonnèrent les puits, installèrent des camps de concentration. C'était un avant-goût des horreurs du XXe siècle. En Afrique de l'Ouest, la conquête française fut méthodique, brutale. Ils utilisèrent les tirailleurs sénégalais, des soldats africains recrutés ou enrôlés de force, pour conquérir d'autres Africains, divisés pour régner. Les royaumes tombèrent les uns après les autres. Le Dahomey en 1894, le royaume Mossi en 1896. L'empire tout couleur d'El Hadj Oumar Tall avait déjà été soumis dans les années 1880. Les Français établirent l'Afrique occidentale française, l'AOF, regroupant 8 territoires sous une administration centralisée à Dakar. Ils imposèrent le travail forcé, les cultures de rente, les impôts en espèces, obligeant les paysans à vendre leur production pour payer. Ils construisirent des routes, des voies ferrées, des ports, non pour développer l'Afrique, mais pour extraire les ressources plus efficacement. Le système colonial reposait sur l'exploitation. L'Afrique devait fournir des matières premières bon marché et acheter des produits manufacturés européens. L'industrialisation locale était découragée, voire interdite. Les colons s'approprièrent les meilleures terres. Les Africains furent relégués aux terres marginales ou forcés à travailler comme ouvriers agricoles. L'éducation était limitée, conçue pour former des subalternes, des clercs, des interprètes. Pas des ingénieurs, des médecins, des scientifiques, pas des leaders. Les missionnaires jouèrent un rôle ambigu. Ils apportèrent l'éducation, les soins, parfois une voix contre les pires abus. Mais ils participèrent aussi à l'érosion des cultures locales, au dénigrement des croyances traditionnelles, à la justification idéologique de la colonisation. Ils enseignaient que l'Afrique était sauvage, païenne, inférieure, que seule l'Europe pouvait la sauver. Beaucoup d'Africains intériorisèrent ce discours, se sentirent honteux de leurs origines, cherchèrent à imiter les Blancs. Pourtant, la résistance ne cessa jamais. Elle prit des formes diverses, parfois violentes, comme les révoltes paysannes contre le travail forcé, parfois culturelles, comme les mouvements religieux syncrétiques mêlant christianisme et tradition, parfois politiques, comme les premières organisations nationalistes qui émergèrent dans les années 1920 et 30. Des intellectuels africains, souvent éduqués en Europe, commencèrent à revendiquer l'égalité, l'autonomie, puis l'indépendance. Ils s'inspirèrent des idées de liberté, de démocratie, de droits de l'homme que les Européens proclamaient mais refusaient d'appliquer aux colonisés. L'hypocrisie était flagrante. Les 2 guerres mondiales accélérèrent le processus. Des milliers de soldats africains combattirent pour la France, la Grande-Bretagne, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale,
dans les campagnes d'Europe et d'Asie de la Seconde. Ils revinrent changés. Ils avaient vu les Blancs mourir, pleurer, avoir peur. Ils avaient vu l'Europe dévastée, humiliée. Le mythe de la supériorité blanche s'effritait. Et ils demandèrent des comptes. Pourquoi avons-nous combattu pour votre liberté si nous restons esclaves dans nos propres pays ? Après 1945, le monde changea. Les empires coloniaux étaient affaiblis. Les États-Unis et l'URSS, les nouvelles superpuissances, étaient officiellement anticolonialistes, bien que pour des raisons différentes. L'ONU proclamait le droit des peuples à l'autodétermination. Les mouvements nationalistes africains se radicalisèrent, s'organisèrent, mobilisèrent. En 1957, le Ghana, ancienne côte de l'or britannique, devint le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance. Kwame Nkrumah, son leader, devint une icône panafricaine. Il appela à l'unité africaine, à la fin du colonialisme partout sur le continent. L'année 1960 fut l'année de l'Afrique. 17 pays obtinrent leur indépendance, la plupart pacifiquement, certains après des luttes. La France, sous De Gaulle, accepta finalement de lâcher prise. Mais elle négocia des accords qui lui garantissaient influence économique, militaire, culturelle. La France-Afrique naquit. Un système néocolonial, où les anciennes colonies restaient dépendantes, leurs dirigeants soutenus ou renversés selon les intérêts français. Les monnaies, le franc CFA, restaient contrôlées par Paris. Les bases militaires françaises parsemaient le continent. Les entreprises françaises exploitaient toujours les ressources. L'indépendance était formelle, mais incomplète. L'Afrique de l'Ouest indépendante hérita de frontières absurdes, d'économies déséquilibrées, d'administrations faibles, de sociétés fragmentées. Les nouveaux dirigeants, souvent formés en Europe, durent construire des nations à partir de territoires artificiels, regroupant des peuples divers, parfois ennemis. Certains tentèrent le socialisme, l'économie planifiée, la redistribution. D'autres adoptèrent le capitalisme, l'alliance avec l'Occident. Beaucoup devinrent autocrates, corrompus, répressifs. Les coups d'État se multiplièrent. Les guerres civiles éclatèrent. Les espoirs des indépendances se transformèrent souvent en désillusions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Afrique continue. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée, tous ces pays cherchent leur voie. Ils luttent contre la pauvreté, les conflits, le terrorisme, les ingérences étrangères. Mais ils ont aussi une jeunesse dynamique, une culture vibrante, des ressources immenses. Ils se souviennent, peu à peu, de leur grandeur passée. Les manuscrits de Tombouctou sont redécouverts, numérisés, étudiés. Les historiens africains réécrivent leur histoire, refusant les récits eurocentrés. Les artistes, les écrivains, les musiciens célèbrent les empires du Mali et du Songhai. Rappellent que l'Afrique n'a jamais été un continent sans histoire. Pourquoi cette histoire a-t-elle été oubliée, minimisée, déformée ? Parce qu'elle dérange. Elle contredit le récit colonial qui voulait justifier la domination européenne en prétendant apporter la civilisation à des sauvages. Reconnaître que l'Afrique avait des empires puissants, des villes prospères, des universités renommées, des systèmes politiques sophistiqués, c'était admettre que la colonisation n'était ni nécessaire ni bienveillante. C'était juste de l'exploitation brutale. Alors, on effaça, on ignora, on ridiculisa, on transforma des rois en chefs tribaux, des villes en villages, des savants en sorciers. Mais la vérité résiste. Elle est gravée dans les ruines de Tombouctou, dans les manuscrits poussiéreux, dans les récits des griots, dans la mémoire collective. Mansa Moussa n'est pas un mythe. Soundiata n'est pas une légende. Askia Mohamed n'est pas une invention. Ils ont existé. Ils ont construit, gouverné, conquis, créé. Leurs empires furent parmi les plus grands de leur temps. Et si leur chute fut tragique, leur souvenir demeure.
Un rappel que l'histoire africaine ne commence pas avec l'arrivée des Européens, qu'elle ne se résume pas à la traite négrière et au colonialisme, qu'elle est riche, complexe, ancienne. Et peut-être que reconnaître cette histoire permet de mieux comprendre le présent. Pourquoi l'Afrique, si riche en ressources, reste-t-elle pauvre? Pourquoi ses frontières sont-elles source de conflits? Pourquoi ses élites sont-elles souvent corrompues? Parce que le colonialisme a détruit les structures existantes, imposé des systèmes artificiels, créé des dépendances durables. Parce que la décolonisation fut incomplète, laissant intacts les mécanismes d'exploitation économique. Parce que les puissances étrangères, anciennes coloniales ou nouvelles comme la Chine, continuent d'interférer, de soutenir des dictateurs, de piller les ressources, mais aussi parce que les Africains eux-mêmes ont parfois trahi leur propre peuple, les chefs qui vendirent des esclaves, les dirigeants qui détournèrent l'aide publique, les militaires qui renversèrent des gouvernements démocratiques. L'histoire est rarement simple. Il y a des victimes et des bourreaux, mais parfois les rôles se confondent. Reconnaître cela n'excuse rien, mais permet de comprendre. L'Empire du Mali nous enseigne que la richesse ne garantit pas la stabilité. Malgré son or, il déclina par mauvaise gouvernance, division interne, incapacité à s'adapter. L'Empire Songhai nous montre que la puissance militaire seule ne suffit pas. Face à une technologie supérieure, même une armée nombreuse peut s'effondrer. La colonisation nous rappelle la brutalité de l'avidité humaine, mais aussi la résilience des opprimés. Les Africains n'ont jamais cessé de résister, de s'adapter, de survivre. Aujourd'hui, quand vous entendez parler du Mali, du Niger, du Sénégal, ne pensez pas seulement au coup d'État, à la pauvreté, au terrorisme. Pensez aussi à Mansa Moussa, traversant le désert avec des tonnes d'or. Pensez à Tombouctou, perle intellectuelle où des milliers d'étudiants débattaient de philosophie. Pensez à Sundiata, l'enfant paralysé devenu empereur. Pensez à la longue arrastoir qui précède et survivra aux tragédies récentes. Pensez que ces peuples ont connu la grandeur et qu'ils peuvent la retrouver. L'histoire n'est pas un musée. Elle est vivante, présente, active. Elle influence nos perceptions, nos décisions, nos futurs. Ignorer l'histoire africaine, c'est mutiler notre compréhension du monde. Car l'Afrique n'est pas périphérique. Elle a toujours été centrale. Son or a financé la Renaissance européenne. Ses esclaves ont bâti les Amériques. Ces ressources alimentent encore l'économie mondiale. Et ces peuples, malgré tout, continuent d'avancer. Alors, la prochaine fois que vous voyez une carte de l'Afrique, imaginez-la différemment. Imaginez les routes caravanières sillonnant le Sahara. Imaginez les fleuves couverts de pirogues chargées de marchandises. Imaginez les villes animées, les marchés colorés, les mosquées majestueuses. Imaginez les érudits penchés sur des manuscrits à la lueur des lampes à huile. Imaginez les rois dispensant la justice sous des arbres sacrés. Imaginez tout ce qui fut, tout ce qui aurait pu être, tout ce qui sera peut-être encore. Car l'histoire africaine ne s'est pas arrêtée avec la colonisation. Elle a continué, transformée, meurtrie, mais vivante. Les indépendances, malgré leurs imperfections, ont redonné aux Africains la maîtrise formelle de leur destin. Les défis restent immenses. La corruption, l'autoritarisme, les conflits ethniques, l'ingérence étrangère, tout cela perdure. Mais il y a aussi des réussites, des démocraties qui s'enracinent, des économies qui croissent, des sociétés civiles qui s'affirment, des artistes qui rayonnent mondialement. Le Mali moderne, par exemple, est confronté à une crise profonde. Depuis 1960, le pays a connu dictature, rébellion touareg, coup d'État, occupation djihadiste du Nord en 2012, intervention militaire française puis russe. La pauvreté est endémique, l'éducation insuffisante, la santé précaire. Pourtant, les Maliens résistent. Ils préservent leur culture. Ils transmettent leur tradition orale. Ils restaurent les manuscrits de Tombouctou, parfois au péril de leur vie. Pendant l'occupation djihadiste, des bibliothécaires ont clandestinement évacué des centaines de milliers de manuscrits
pour les sauver de la destruction. C'était héroïque. C'était un acte de foi en l'avenir. Le Sénégal, lui, est souvent cité comme modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Aucun coup d'État depuis l'indépendance. Des alternances pacifiques. Une société civile active. Mais là aussi, les défis abondent. Chômage des jeunes, émigration massive, dépendance économique. Et récemment, des tensions politiques ont rappelé la fragilité des acquis. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, fait face au terrorisme, aux sécheresses, à une croissance démographique vertigineuse. Pourtant, il possède de l'uranium, de l'or, du pétrole. Mais ces ressources enrichissent surtout les multinationales et les élites corrompues. Le peuple reste pauvre. C'est la malédiction des ressources. Avoir beaucoup ne garantit rien si les institutions sont faibles, si la gouvernance est mauvaise, si les accords sont inégaux. Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Parce que le néocolonialisme est réel. Les anciennes puissances coloniales, surtout la France, maintiennent leur emprise. Le franc CFA, utilisé par 14 pays africains, est garanti par le Trésor français, mais en échange, ces pays doivent déposer une partie de leurs réserves en France. C'est une forme de vassalité monétaire. Les bases militaires françaises, présentes au Tchad, au Gabon, au Sénégal, permettent à Paris d'intervenir rapidement pour protéger ses intérêts. Pas forcément ceux des populations. Les entreprises françaises, Total, Areva, Bolloré, dominent des secteurs clés. Les élites africaines, formées en France, souvent liées à Paris par des réseaux opaques, perpétuent ce système. Mais les choses changent. La jeunesse africaine, connectée, informée, refuse de plus en plus ce statu quo. Les manifestations contre la présence française se multiplient. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont récemment expulsé ou limité les forces françaises. Ils se tournent vers d'autres partenaires, Russie, Chine, Turquie. Ce n'est pas forcément mieux. La Russie envoie des mercenaires Wagner, accusés de nombreux abus. La Chine investit massivement, mais impose des dettes écrasantes et importe sa propre main-d'œuvre. Les Africains risquent de remplacer une dépendance par une autre. La véritable indépendance économique exige diversification, industrialisation, éducation de masse, bonne gouvernance. Facile à dire, difficile à faire. Mais des pays comme le Rwanda, malgré son autoritarisme politique, ont montré qu'une croissance rapide et une amélioration des services publics étaient possibles. L'Éthiopie, avant sa récente guerre civile, semblait sur une trajectoire prometteuse. Le Ghana est souvent cité pour sa démocratie stable et son économie dynamique. L'Afrique n'est pas monolithique. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Et au-delà des États, il y a les peuples, les Africains ordinaires qui, chaque jour, se battent pour nourrir leurs familles, éduquer leurs enfants, construire un avenir. Les fermiers qui adaptent leurs techniques face au changement climatique. Les entrepreneurs qui créent des start-up innovantes, souvent dans le numérique. Les artistes qui font rayonner la culture africaine. La musique, le cinéma, la littérature. Les militants qui luttent pour la démocratie, les droits humains, l'égalité de genre. Ils sont la vraie force de l'Afrique, pas les dirigeants corrompus ou les partenaires étrangers rapaces. Revenons à l'histoire pour mieux saisir le présent. Les empires du Mali et du Sanghaï n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs injustices, leurs violences, leurs exclusions. Mais ils fonctionnaient. Ils créaient de la richesse, de la culture, de la connaissance. Ils commerçaient avec le monde entier. Ils étaient respectés, même craints. Qu'est-ce qui a permis cela ? Plusieurs facteurs. D'abord, le contrôle des ressources stratégiques. L'or et le sel étaient essentiels. Qui les contrôlait la région. Aujourd'hui, ce sont le pétrole, l'uranium, le coltan, le lithium. L'Afrique possède une grande partie des ressources mondiales, mais elle ne les contrôle pas vraiment. Elle les extrait et les exporte brutes, à bas prix. La valeur ajoutée
La transformation se fait ailleurs. C'est le piège. Pour s'en sortir, il faudrait industrialiser, transformer sur place, imposer des conditions aux investisseurs. Mais cela exige capital, technologie, expertise, stabilité politique, tout ce qui manque souvent. Ensuite, l'éducation et le savoir. Tombouctou était puissante parce qu'elle était un centre intellectuel. Le savoir attirait les talents, stimulait l'innovation, renforçait la légitimité. Aujourd'hui, l'Afrique perd ses cerveaux. La fuite des compétences vers l'Europe, l'Amérique est massive. Les médecins, ingénieurs, chercheurs partent chercher de meilleures conditions. On ne peut les blâmer, mais c'est un drame pour le continent. Inverser cette tendance nécessite investissement massif dans l'éducation, la recherche, la création d'emplois qualifiés. Enfin, l'unité et la gouvernance. Sundiata a réussi parce qu'il a uni des clans rivaux sous une vision commune. Askia Mohamed a consolidé le Songhai par une administration efficace. Aujourd'hui, l'Afrique est fragmentée en 54 pays, souvent en conflit, rarement coopératifs. L'Union africaine existe, mais reste faible. Le projet d'intégration économique, la zone de libre-échange continentale africaine, est prometteur. Mais sa mise en œuvre est lente, entravée par les intérêts nationaux, les barrières bureaucratiques, les infrastructures insuffisantes. La colonisation a laissé des cicatrices profondes, psychologiques autant que matérielles. Beaucoup d'Africains ont intériorisé l'idée de leur infériorité. Ils admirent l'Europe, dénigrent l'Afrique, ils blanchissent leur peau, défrisent leurs cheveux, abandonnent leur langue pour le français, l'anglais. C'est triste, mais compréhensible. Pendant des générations, on leur a répété qu'être africain était être inférieur, que leur histoire ne comptait pas, que leur culture était primitive. Déconstruire ce conditionnement prend du temps. Heureusement, un mouvement de réappropriation culturelle émerge, le panafricanisme, initié par des figures comme Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, Kwame Nkrumah, connaît un regain. Les Africains de la diaspora, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe, redécouvrent leurs racines. Ils visitent l'Afrique, investissent, s'engagent. L'année du retour au Ghana en 2019 a attiré des milliers d'Afro-descendants. C'était symbolique, mais puissant. Se reconnecter à l'histoire, aux ancêtres, aux terres, donne force et fierté. Les artistes africains contemporains jouent un rôle crucial. Les musiciens, de Fela Kuti à Burna Boy, de Youssou N'Dour à Angélique Kidjo, chantent l'Afrique, ses luttes, ses beautés. Les écrivains, de Chinua Achebe à Chimamanda Ngozi Adichie, racontent des histoires africaines avec des voix africaines. Les cinéastes, d'Ousmane Sembène à Wanuri Kayu, montrent l'Afrique dans sa complexité, loin des clichés. Ils construisent une nouvelle narration. Une narration où l'Afrique n'est ni victime passive, ni exotisme de carte postale, mais acteur de son destin. L'histoire des empires du Mali et du Songhai doit être enseignée. Pas seulement en Afrique, mais partout, car elle fait partie de l'histoire mondiale. L'or qui circulait dans les cours européennes venait de là. Les savants qui commentaient Aristote à Tombouctou étaient contemporains de ceux qui le faisaient à Paris ou Bologne. Le monde médiéval était interconnecté, et l'Afrique en était un pilier, pas une périphérie obscure. Imaginez un instant si l'enseignement de l'histoire changeait. Si les enfants, en Europe, en Amérique, en Asie, apprenaient que Mansa Moussa fut l'homme le plus riche de tous les temps. Si on leur enseignait que Tombouctou possédait des bibliothèques quand Londres était encore un bourg boueux. Si on leur montrait que les techniques agricoles, métallurgiques, architecturales africaines étaient sophistiquées, adaptées à des environnements difficiles. Cela changerait les mentalités, cela briserait les stéréotypes. Cela obligerait à reconnaître que la civilisation n'est pas l'apanage d'un continent, d'une race, d'une culture. Mais pour cela, il faut aussi que les Africains eux-mêmes se réapproprient leur histoire, qu'ils la valorisent, la transmettent, la célèbrent. Les griots ont joué ce rôle pendant des siècles.
Ils étaient les gardiens de la mémoire, récitant les généalogies, les exploits, les lois. Chaque grande famille avait son griot. Chaque royaume avait ses griots royaux. Leur parole était sacrée. Mais avec la modernité, l'urbanisation, la scolarisation occidentale, cette tradition s'affaiblit. Les jeunes ne veulent plus écouter les vieux. Ils préfèrent les smartphones, les réseaux sociaux, les influences étrangères. C'est une perte immense. Pourtant, des initiatives émergent pour préserver ce patrimoine. Des organisations enregistrent les récits des derniers griots. Des chercheurs transcrivent les épopées orales. Des musées collectent les objets, les instruments, les costumes. Le festival du désert au Mali, avant qu'il ne soit interrompu par l'insécurité, célébrait les musiques touareg, les traditions nomades. Des festivals similaires existent ailleurs, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ils attirent des visiteurs du monde entier, montrant que la culture africaine fascine, inspire, enrichit. La question coloniale continue de hanter. Les demandes de réparation pour l'esclavage et la colonisation se multiplient. Certains pays, certaines institutions commencent à reconnaître leurs responsabilités. Des musées européens restituent des œuvres d'art pillées. La France a rendu des trésors royaux au Bénin en 2021. C'est un début, mais insuffisant. Des dizaines de milliers d'objets restent dans les collections occidentales. Des crânes de résistants algériens ont été conservés comme trophées au musée de l'Homme à Paris pendant plus d'un siècle avant d'être restitués. C'est macabre, révoltant. Les excuses officielles sont rares, timides, conditionnelles. La France n'a jamais vraiment présenté d'excuses formelles pour la colonisation. Elle parle de crimes, de tragédies, mais évite le mot « excuse », qui impliquerait responsabilité juridique et possiblement financière. Le débat sur les réparations est explosif. Combien vaut un siècle d'esclavage ? Comment indemniser des siècles de pillage ? Qui devrait payer ? Les États ? Les entreprises qui ont profité ? Les citoyens descendants de colons ? Et qui devraient recevoir ? Les États africains actuels, souvent corrompus, directement les populations ? Les descendants d'esclaves dans les diasporas ? Il n'y a pas de réponse simple, mais le silence, le déni ne sont pas acceptables. Reconnaître le passé, en faire mémoire, éduquer, c'est déjà beaucoup. Ensuite, des formes de réparation peuvent être envisagées. Annulation de dettes, investissement massif dans l'éducation et la santé, transfert de technologies, soutien aux institutions démocratiques. Pas comme charité, mais comme justice, comme reconnaissance d'une dette historique. La tragédie de la colonisation ne réside pas seulement dans les violences directes, les massacres, l'exploitation. Elle réside aussi dans la destruction systématique des structures existantes. Les royaumes avaient leur système juridique, leur mode de régulation des conflits, leurs économies. Les colons les ont détruits, imposé les leurs, inadaptés, autoritaires. Puis, lors des indépendances, ils ont laissé des coquilles vides, des États qui n'étaient pas des nations, des frontières qui divisaient les peuples, des économies extraverties, tournées vers l'exportation de matières premières, des élites coupées de leur base, parlant la langue du colon, adoptant ses valeurs, méprisant leur propre peuple. Reconstruire sur de telles ruines est titanesque. Pourtant, des réussites existent. Le Botswana, par exemple, a transformé sa richesse en diamants en développement durable, évitant la malédiction des ressources. Il a investi massivement dans l'éducation, construit des infrastructures, maintenu une gouvernance relativement transparente. C'est l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Mais il est petit, peu peuplé, avec une seule ressource majeure concentrée. Transposer ce modèle à un pays comme le Nigeria, 100 fois plus peuplé, avec des dizaines d'ethnies, du pétrole éparpillé dans des régions volatiles, c'est autrement complexe. Le Nigeria, d'ailleurs, illustre les paradoxes africains. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants. C'est l'une des plus grandes économies du continent. Il produit du pétrole,
du gaz, à une classe moyenne émergente, une industrie cinématographique florissante, Nollywood. Mais il est aussi rongé par la corruption, les inégalités abyssales, les conflits ethniques et religieux, le terrorisme de Boko Haram au nord-est. Les infrastructures sont défaillantes, l'électricité manque, les écoles publiques sont sous-équipées, la santé publique est catastrophique. Les élites envers leurs enfants étudiés à l'étranger, se font soigner à l'étranger, investissent à l'étranger. Elles ne croient pas en leur propre pays. Comment alors demander au peuple d'y croire? Pourtant, les Nigérians sont résilients, créatifs, entreprenants. Face à l'absence d'État, ils s'organisent. Les générateurs privés compensent l'électricité défaillante. Les écoles privées prolifèrent. Les systèmes de paiement mobile, comme M-Pesa au Kenya, se développent partout, contournant les banques inefficaces. L'économie informelle emploie la majorité de la population. Ce n'est pas idéal, mais cela fonctionne. C'est une forme de résistance, d'adaptation. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est à un carrefour. Les menaces sont multiples. Le terrorisme djihadiste s'étend. Des groupes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique dans le Grand Sahara, Boko Haram, sèment la terreur, contrôlent des territoires, imposent leurs lois brutales. Ils recrutent parmi les jeunes désœuvrés, frustrés, sans avenir. Ils exploitent les griefs contre les États corrompus, les forces de sécurité abusives, les injustices chroniques. Combattre le terrorisme par les armes seules ne suffit pas. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pauvreté, chômage, exclusion, mauvaise gouvernance. Le changement climatique aggrave tout. Le Sahel se dessèche. Les pluies deviennent imprévisibles. Les récoltes échouent. Les troupeaux meurent. Les populations migrent vers le sud, entrant en conflit avec les agriculteurs sédentaires. Les ressources en eau se raréfient, les tensions augmentent, et ce n'est qu'un début. Les projections climatiques pour l'Afrique sont alarmantes. Sécheresse prolongée, inondations catastrophiques, montée du niveau de la mer menaçant les villes côtières. Des millions de personnes seront déplacées. Où iront-elles? Comment les accueillir? L'Europe, qui a largement contribué au changement climatique par ses émissions historiques, refuse pourtant d'accueillir les réfugiés climatiques africains. Elle érige des murs, physiques et juridiques. Elle finance des gardes-côtes libyens pour intercepter les migrants en Méditerranée et les renvoyer dans des camps de détention où sévissent torture, viol, esclavage. C'est cynique, hypocrite. L'Europe prêche les droits humains, mais les viole allègrement quand ses intérêts sont en jeu. Pourtant, la migration n'est pas une solution durable, ni pour l'Europe, ni pour l'Afrique. L'Afrique perd ses forces vives. L'Europe reçoit des populations désespérées, souvent traumatisées, difficiles à intégrer, alimentant les tensions racistes et xénophobes. La vraie solution serait de permettre aux Africains de vivre dignement chez eux. Cela nécessite investissement massif, annulation de dettes, commerce équitable, transfert de technologies, lutte contre la corruption, renforcement des institutions démocratiques. Vaste programme, mais possible. Les jeunes Africains ne veulent plus attendre. Ils manifestent, s'organisent, utilisent les réseaux sociaux pour mobiliser. Le mouvement Y en a marre au Sénégal, ballet citoyen au Burkina Faso, la lutte continue au Togo. Tous ont contesté les régimes autoritaires, exigé des réformes, parfois avec succès. Blaise Compaoré, dictateur du Burkina Faso depuis 27 ans, a été renversé par un soulèvement populaire en 2014. Alpha Condé en Guinée, Yahya Jammeh en Gambie ont été forcés de partir. Mais souvent, les successeurs ne sont guère meilleurs. Les militaires profitent du chaos pour prendre le pouvoir. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée ont tous connu des coups d'État récents. Les putschistes promettent toujours de restaurer l'ordre, combattre la corruption, organiser des élections rapides. Rarement, ils tiennent parole. La démocratie en Afrique reste fragile. Elle est souvent réduite à des élections, parfois truquées, toujours tendues, parfois violentes. Mais une démocratie sans état de droit, sans contre-pouvoir, sans médias libres, sans société civile forte,
n'est qu'une façade. Les présidents modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Ils muselent l'opposition, achètent les juges, contrôlent les médias. Le multipartisme existe formellement, mais le parti au pouvoir écrase tous les autres par la fraude, l'intimidation, la cooptation. Pourtant, il y a des exceptions. Le Ghana a réussi plusieurs alternances pacifiques. Les institutions fonctionnent relativement bien. La presse est libre. La société civile est active. Ce n'est pas parfait, mais c'est encourageant. Le Botswana, déjà mentionné, est une démocratie stable depuis l'indépendance. Le Cap-Vert, petit archipel atlantique, est un modèle de bonne gouvernance. L'île Maurice, dans l'océan Indien, également. Ces pays montrent que c'est possible. Mais ils sont petits, relativement homogènes, avec des ressources limitées qui paradoxalement les ont protégés de la corruption massive liée à l'abondance minière ou pétrolière. Les grands pays, complexes, divisés, riches en ressources, peinent davantage. Le Congo, immense, traversé par la guerre depuis des décennies, est l'un des pays les plus riches du monde en minerais. Cobalt, coltan, diamants, or, cuivre, tout y est. Mais la population est l'une des plus pauvres. Des millions sont morts dans les guerres, directement ou indirectement. Des milices contrôlent les mines, exploitent les travailleurs, violent les femmes, recrutent les enfants. Les multinationales achètent les minerais sans poser trop de questions. Nos smartphones, nos voitures électriques, contiennent peut-être du cobalt congolais, extrait par des enfants dans des conditions effroyables. C'est insoutenable. Mais cela continue. Des initiatives existent pour certifier les minerais, garantir qu'ils ne financent pas les conflits. Mais les contrôles sont insuffisants, les contournements faciles. Tant que la demande mondiale sera insatiable et le prix élevé, l'exploitation continuera. La responsabilité est partagée. Les seigneurs de guerre congolais, les gouvernements corrompus, les multinationales avides, les consommateurs indifférents, tous sont complices. Revenons une dernière fois aux empires du Mali et du Songhai. Pourquoi est-il important de se souvenir d'eux ? Parce qu'ils prouvent que l'Afrique a été capable de grandeur, que ces peuples ont construit des civilisations complexes, prospères, influentes, que l'histoire africaine n'est pas une parenthèse entre une préhistoire tribale et une modernité importée, qu'elle a sa propre trajectoire, ses propres dynamiques, ses propres contributions au patrimoine humain. Se souvenir, c'est aussi tirer des leçons. Les empires ont décliné pour des raisons identifiables. Mauvaise gouvernance, divisions internes, incapacité à innover militairement, dépendance excessive à une ressource, sous-estimation des menaces extérieures. Toutes ces erreurs se répètent aujourd'hui. Les dirigeants africains feraient bien d'étudier leur propre histoire, pas seulement celle importée des manuels européens. Se souvenir, c'est enfin honorer les ancêtres. Dans les cultures africaines, les ancêtres ne sont pas morts. Ils vivent, veillent, guident. Les oublier, c'est se couper de ses racines, perdre son identité. Mansa Moussa, Sundiata, Askia Mohamed, Soni Ali et des milliers d'autres dont les noms ne sont pas dans les livres méritent d'être honorés. Ils ont bâti, gouverné, créé avec les moyens de leur temps. Ils n'étaient ni parfaits ni saints, mais ils étaient humains dans toute leur complexité. Et les peuples qu'ils ont gouvernés, les artisans qui ont sculpté, les marchands qui ont commercé, les savants qui ont écrit, les paysans qui ont cultivé, tous ont contribué. L'histoire n'est pas seulement celle des grands hommes, c'est celle des peuples dans leur diversité, leur résilience, leur créativité. Aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à dormir, laissez ces images flotter dans votre esprit. Les caravanes traversant le Sahara sous les étoiles, les minarets de Tombouctou se découpant sur le ciel brûlant, les griots chantant les épopées au son de la kora, les manuscrits alignés dans les bibliothèques silencieuses, les marchés grouillant de vie, de couleurs, de langues mêlées, le Niger coulant paisiblement, apportant vie et prospérité,
les rois dispensant justice, les savants débattant, les enfants jouant dans les ruelles poussiéreuses. Toute cette vie, cette richesse, cette histoire, elle est réelle. Elle a existé. Elle existe encore, transformée, meurtrie, mais vivante. L'Afrique n'est pas un continent sans histoire. C'est un berceau de l'humanité, un carrefour des civilisations, un acteur majeur du passé et du futur. La colonisation a été une parenthèse brutale, longue, destructrice, mais une parenthèse. Avant, il y avait grandeur. Après, il peut y avoir renaissance. Cela dépendra des Africains eux-mêmes, de leur capacité à se réapproprier leur histoire, à croire en eux, à construire des institutions justes, à valoriser l'éducation, à gérer leurs ressources équitablement, à coopérer au-delà des frontières artificielles. Cela dépendra aussi du reste du monde, de sa volonté à traiter l'Afrique avec respect, équité, justice, à abandonner les réflexes néocoloniaux, à accepter que l'Afrique ne soit plus un terrain de chasse, mais un partenaire, à reconnaître les erreurs du passé, non pour se flageller stérilement, mais pour construire un avenir meilleur. L'histoire nous enseigne que rien n'est figé. Les empires naissent et meurent, les civilisations s'élèvent et déclinent, mais les peuples demeurent. Ils s'adaptent, survivent, transmettent. L'Afrique de l'Ouest a survécu à tout, à la sécheresse du Sahara, aux invasions, à l'esclavage, à la colonisation. Elle survivra aux défis actuels. Et peut-être, dans quelques générations, des historiens raconteront comment, au XXIe siècle, l'Afrique s'est relevée, comment elle a retrouvé sa fierté, son dynamisme, sa place dans le concert des nations. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais c'est possible. L'histoire le prouve. Mansa Musa est parti d'un royaume enclavé et en a fait un empire mondial. Sundiata est parti d'un exil humiliant et a fondé une dynastie. Askia Mohamed est parti d'un coup d'État et a bâti un État organisé. Si eux ont pu, pourquoi pas leurs descendants? Alors, en fermant les yeux, pensez à eux. Pensez aux défis qu'ils ont affrontés, aux obstacles qu'ils ont surmontés, aux réalisations qu'ils ont accomplies. Et pensez que leur histoire n'est pas terminée. Elle continue à travers les millions d'Africains qui, chaque jour, se battent, espèrent, construisent, à travers les enfants qui vont à l'école malgré tout, les paysans qui cultivent malgré la sécheresse, les artistes qui créent malgré la censure, les militants qui luttent malgré la répression. L'histoire africaine est une longue marche. Elle a connu des sommets et des abîmes, mais elle avance, inexorablement. Et un jour, peut-être, le monde entier reconnaîtra ce que certains savent déjà, que l'Afrique n'a jamais été un continent en marge, qu'elle a toujours été au cœur de l'aventure humaine, depuis les premiers pas de nos ancêtres dans la vallée du Rift, jusqu'aux empires médiévaux rayonnants, jusqu'à la résistance contre l'oppression, jusqu'à la Renaissance qui vient. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. L'histoire des empires du Mali et du Songhai, de leur splendeur et de leur chute. L'histoire de la colonisation et de ses ravages. Mais surtout, l'histoire d'un peuple, d'une région, d'un continent qui refuse de disparaître, qui se souvient, qui résiste, qui espère. Si cette plongée dans le passé vous a touché, éclairé, ému, n'hésitez pas à le partager. Proposez dans les commentaires d'autres sujets historiques que vous aimeriez explorer. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Et mettez un petit pouce en l'air si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées encore et encore, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus oubliées. Bonne nuit, dormez bien et rêvez d'empires perdus et de renaissance à venir.